Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. Merci pour la force que vous donnez à ceux qui s'abonnent là. Merci à ceux qui partagent, ceux qui envoient des cadeaux. Merci à ceux qui commentent toujours. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi à chaque fois ce que vous pensez par rapport à telle histoire en commentaire. Et surtout, utilisez les H1, H2, H3 là pour dire histoire 2. H1, bien H2, ça veut dire histoire 2, H3, histoire 3, pour dire, voilà, fais comme ça, fais comme ça. Sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc, si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà, donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute ta communauté. Bonjour. Bon, je vais quand même vous raconter une petite histoire qui m'a été racontée elle-même par un ami. Un ami qui a été sauvé, disons, d'une initiation qu'il n'avait pas prévue. Donc, mon ami, il est même plus qu'un ami, c'est un frère, a rencontré un de ses anciens amis. Voilà. Quand je dis anciens amis, c'est qu'ils ont fait le lycée ensemble. Et d'après ce qu'il me dit, c'est que ce n'était pas quelqu'un de très riche au lycée. En même temps, ce n'était pas quelqu'un de très pauvre. On les appelle ici, on appelle ça au Cameroun que les jongleurs. Donc c'était quelqu'un qui jonglait. Et donc, ils se sont rencontrés, je ne sais plus où exactement, ils ont discuté, mais il s'est rendu compte que le mec était bien habillé. Il avait un grand téléphone, une belle montre. En vrai, il s'est rendu compte qu'en fait, entre celui qu'il a connu au lycée et celui qu'il voit maintenant, il y avait quelque chose de différent. Il lui a fait savoir en lui disant que bon, les affaires marchent bien d'après ce que je vois et tout. Le gars lui a dit bon, on se bat comme on peut. Et donc les gars se sont changés les contacts. Il lui a demandé où il restait, il lui a dit qu'il restait quelque part là dans la ville, je ne vais pas donner le nom des quartiers, et il allait le rejoindre une fois, ils avaient rendez-vous. Il lui dit bon, viens voir là où j'habite maintenant. Quand mon frère, mon pote là, il est arrivé là-bas, il me dit que la maison était trop grande et belle, et il lui a demandé tu vis ici seul? Le gars lui dit oui, je vis là seul. Il a essayé de questionner sur la famille et tout, mais bon, il a dit que ce n'était pas ses affaires. Donc, ils se voient une première fois, ils discutent vite fait. Mon frère là, mon pote avait quelque chose à faire. Du coup, il a dû partir, pardon. Il est donc parti. Ensuite, il se reparle. Il lui dit bon, tu fais quoi mercredi? Passe à la maison à partir de 17h. Mon frère repart. Il se dit que bon, tous mes anciens camarades, je n'ai pas forcément gardé le contact avec eux. Si avec lui, au moins, je peux garder le contact. Et vu qu'il s'en sort, pourquoi pas? Il dit que ce jour-là, quand il est arrivé chez son ami, qu'il s'est d'abord senti mal. Il s'est vraiment senti mal dès l'entrée. Et que quand il entre dans la maison, son ami est habillé en noir. Il est habillé en noir avec d'autres mecs qui sont habillés en noir. Une fois qu'il entre, il a un réflexe, une sorte de septième sens. Et il ne s'assoit pas près d'eux. Ils étaient habillés tous en noir et pieds nus dans le salon. Je crois qu'il m'a parlé aussi des bougies. Donc tout de suite, on voit le scénario d'une secte, quoi. Mais lui, il n'a pas vu ça comme ça. Il n'a même pas demandé d'explication à son ami. Il allait s'asseoir ailleurs. Il a dit qu'il ne voulait pas se mélanger. Il allait s'asseoir ailleurs. Ensuite, on vient avec à manger. Il dit qu'on a apporté à manger et que c'était que la viande.
que la viande, on sert la viande et tout. Et mon ami n'est pas le style à blaguer avec la nourriture. C'est pas vraiment le style de mec qui va te dire non, j'ai déjà mangé à la maison. Malgré le fait qu'il ait vu les gens en noir, il commence à manger. Il mange, il mange, il mange, il mange. Il me dit qu'il n'avait jamais mangé une viande aussi bonne. Jamais. Que la viande était trop bonne. Mais que directement après, il a commencé à se sentir très mal, très très mal. Et il est parti de là. Donc il est sorti de la maison. Bref, il est sorti de la maison et il a décidé de rentrer. Et quand il part comme ça, il ne dit pas. Et son ami également, constatant qu'il est parti, ne l'appelle même pas. Ne lui dit pas que bon, je t'ai vu, tu as disparu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il sort, donc il part, 1 ou 2 semaines après, des choses commencent à sortir sur son corps. Ça sort sur son corps. Des choses comme des blessures, comme une sorte, comme si tu avais la teigne, au lieu de sortir sur la tête, ça sort sur le corps. Donc on commence à acheter des antibiotiques en se disant que bon, certainement une infection, il s'est baigné quelque part. Bref, on imagine tout, sauf ça. À un moment donné, ça devient vraiment grave. Ça sort de partout sur son corps et c'est pas très beau à voir. Là, je suis vraiment euphémistique dans ce que je dis. C'était pas très beau à voir. Donc, on va avec lui chez le prêtre. Une fois qu'on va chez le prêtre avec lui, pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, le prêtre lui dit parle. Il dit au prêtre que parler, comment? Le prêtre lui dit, toi-même tu sais ce qui s'est passé pour que tu sois dans cette situation, parle. C'est comme ça qu'il comprend effectivement où le prêtre va en venir et il raconte donc qu'effectivement il a rencontré un ancien ami, il est allé, il a mangé, et le prêtre lui dit, il a essayé de te mettre dans une secte. Et que là, soit on fait tout pour que tu ailles bien, soit tu auras les séquelles à vie. Heureusement que tu es parti parce que si tu restais ou que tu t'asseyais avec eux, comme ils étaient assis en bande là-bas, que tu t'asseyais avec eux et que tu buvais ce qu'ils étaient en train de boire, parce que j'ai oublié de souligner qu'ils buvaient le vin rouge, je préfère le dire comme ça, soit tu es obligé d'entrer dans la secte, soit tu allais devenir fou. Comme tu es donc parti avant que le processus ne soit complètement terminé, il y a eu quelque chose d'inachevé. Tu as quand même mangé leur viande là, et la viande là c'était de la chair humaine. Maintenant donc, il faut qu'on te sorte complètement de là. Il est resté chez le prêtre pendant près d'un mois ou deux, je ne le voyais pas. Parce que quand il me raconte, il était justement chez le prêtre. Et c'est là où je lui dis que qu'est-ce qui se passe, tu disparais, il me dit que voilà l'histoire et tout. Donc il est resté chez le prêtre longtemps, il a suivi vraiment, je vais appeler ça comme ça une cure de désensorcellement, je vais dire ça comme ça. Donc après tout est redevenu normal, certainement le prêtre a fait ce qu'il avait à faire. Donc c'est une histoire justement pour dire aux gens que moi, je pense que être riche, ça prend beaucoup de temps. Si vous avez été avec un ami, un camarade au lycée, ça fait à peine 5 ans, 6 ans, 7 ans même. Vous le revoyez, sa vie dose et qu'il n'arrive pas à vous donner une explication sur sa richesse. Parce qu'il faut toujours demander. Il n'arrive pas à vous dire, voilà ce qui s'est passé pour que je devienne comme ça, voilà ce qui s'est passé pour que je devienne comme ça. Et qui vous invite même et que vous vous rendez compte dès votre entame que vous ne vous sentez pas bien, ou bien en voyant, vous vous rendez compte que l'affaire si est louche. Partez. Il n'y a pas de mal à partir. Faites vraiment attention à ces personnes qui ont disparu et qui reviennent subitement et veulent trop faire copain avec vous. Tout le monde ne se ressemble pas, mais on gagne beaucoup à être prudent. Donc c'est un peu l'histoire que je voulais apporter. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir à toute la communauté DMG TV. Partagez, likez et voilà.
mettez un pouce, voilà. Voilà, je reviens parce que l'histoire de la jeune dame, je crois, je sais pas si ça fait 2 jours, qui a parlé du féticheur qui vivait chez eux, voilà, pendant son époque d'enfance, qui était le meilleur ami de son papa. Donc ça m'a rappelé une histoire que j'ai vécue, ça fait pratiquement, je crois 2 mois. Voilà, parce qu'elle est toute récente. Alors qu'est-ce qui se passe? Heu bon, en fait, par la rupture que j'ai eue avec, un ex, voilà, je me suis retrouvée un peu, assaillie de petits soucis, voilà et tout et tout. Du coup, moi, je suis du genre, je vais à l'église, donc je prie, j'ai pas été éduquée ou alors élevée dans le cadre du genre, connaître les féticheurs, les marabouts, non. J'ai été éduquée dans le cadre de l'église parce que, mon père il était catéchiste, voilà. À l'église, nous sommes normalement de l'église évangélique, donc église protestante. Voilà, donc j'ai grandi dans ce cadre. Donc dans ma phase de les petits soucis et tout, je feuillette Facebook comme d'hab, je tombe maintenant sur le monsieur. Le monsieur qui est Kota, bon Kota c'est une ethnie du Gabon, voilà, il est Kota de Makoko. Bon, on échange comme ça, et du jour au lendemain, on s'échange de numéros. Donc du coup, on va sur WhatsApp. Sur WhatsApp, on échange, je lui dis non. En fait, lui, le monsieur, il fait des pubs, hein, voilà, des pubs sur Facebook du genre, voilà, les femmes qui veulent accoucher, qui ont besoin de traitement, je fais la voyance, etc. Donc, moi, on est allé sur WhatsApp, pardon. En étant sur WhatsApp, j'ai dit non, je veux une consultation qui a trait déjà à moi-même et à mon ex. Donc, je veux un peu savoir des petites choses. Il me dit, ok, d'accord, la consultation, c'est 3000. 3000, ouais, 3000, je crois bien, si je me rappelle bien. Il me dit, ok, 3000 parce qu'il va falloir acheter des bougies, voilà, mettre sur son temple de machin, voilà, qu'il a. Parce que le monsieur, il réside vers le premier campement. Le premier campement, c'est en périphérique de Libreville. Voilà, donc je lui dis, ok, d'accord. Il fait la consultation. Quand il fait la consultation, il me fait part de la chose. Je reconnais certaines choses, voilà, et sur mon ex, et bon, voilà. Donc voilà, je lui dis, bon, ok, d'accord. Donc il me sort une liste, il me fait la liste, il me la balance sur mon compte WhatsApp. Je lui dis, ok, d'accord. Mais je lui dis, bon, voilà, s'il faille que j'accepte ces choses, forcément, c'est pas encore vu. Donc, il faudrait qu'on prenne la tâche, qu'on se retrouve quelque part et qu'on essaye de d'abord se connaître physiquement parce que, bon, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est rencontrés vers Nzanyon, voilà. Nzanyon qui est un quartier. Bon, j'y vais, je le rencontre et on prend tâche. Il me montre les différentes patientes qu'il a eu à traiter, et les femmes qui travaillent, les femmes mariées qui scellent le mari, etc. Je lui dis non, moi je suis pas dans ce cadre-là. Déjà, je ne fais pas ces choses. Du coup, moi je voulais juste une consultation. Donc du coup, comme la consultation a été faite, il me dit non, voilà, je t'ai fait part d'une liste sur WhatsApp, il faudrait que tu achètes le matériel, etc. Je dis oui, j'ai vu la liste. C'est vrai qu'elle n'est pas, elle n'est pas très coûteuse. Voilà, je crois que la liste allait à moins de 20 000 francs parce qu'il fallait un paille, il fallait un paquet de bougies, il fallait, je crois, un paquet de cigarettes, etc. Donc je lui ai dit, ok, d'accord, comme les choses ont été faites, maintenant pour faire le traitement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que si j'achète le matériel, comment ça se passe, quoi? Le monsieur me dit, oui, voilà, ce qu'il y aura lieu de faire, tu seras toute nue, tu vas juste te mettre un pagne, le pagne sera tout blanc. Donc tu achètes un pagne blanc. J'ai dit ok, et après, voilà, il me dit non, parce que je vais amener des choses. Je vais amener des choses que je vais utiliser. Déjà, je vais amener aussi des feuilles que je vais frotter sur ton bas-ventre, voilà, parce qu'il m'a expliqué que non, le monsieur m'a laissé un liquide qui m'embête, qui va m'embêter, voilà. Et il ne sait pas comment le monsieur a pu m'atteindre parce que je suis un peu difficile. Parce que quand il a regardé, il a vu qu'il y a eu des caciques plus dangereux, mais qui n'ont pas pu. Mais il se demande comment le monsieur s'est pris.
Je lui dis, je ne sais pas où alors, tellement parce que j'étais tombée tellement amoureuse du monsieur et je n'ai pas été vigilante comme j'ai été plus souvent. Donc voilà, je ne sais pas. Il me dit vraiment parce que lui-même, il est un peu dépassé. Parce que quand il regarde, il a fait la consultation. Je suis de nature très barrage. Voilà, donc non, dans mon spirituel, c'est un peu très barré. Donc, c'est pas facile. Je dis ok, d'accord. Donc, il me dit, bon, voilà. Je dis, bon, ok, d'accord, je vais acheter le matériel. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Il me dit, bon, voilà, je vais amener, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais amener des feux, je vais frotter ce tombe à ventre. Maintenant, après, il y aura des choses qui vont sortir. Si je vois que ça arrête à la sortie, maintenant, tu seras obligé d'enlever tu seras toute mieux. Maintenant, je vais poser ma bouche, je vais commencer à tirer, sucer, enlever avec ma langue. J'ai crié, j'ai dit, oh! Il me dit, mais non, pourquoi tu cries? En fait, quand je criais, c'était lors de la rencontre, quoi. Donc, j'ai été un peu exclamative. Je me suis dit, hein? Il me dit, mais pourquoi, quand tu cherches le traitement, tu cherches à guérir? Moi, je vois pas pourquoi tu as honte. J'ai fait ça à des femmes mariées. J'ai traité plein de films, à montrer plusieurs conversations égaux sur WhatsApp qu'il a traité avec elle. Donc, voilà, il me disait, moi, je vois pas pourquoi tu as honte, etc. Du coup, je dis, ok. C'est là où il me fait part que non, tu sais, il y a mes esprits, parfois, il y a certaines patients que mes esprits n'acceptent pas que je soigne. Donc, voilà. Je dis, ok, d'accord. Donc, on s'est séparés. Je lui dis, bon, ok, d'accord, je vais acheter le matériel. Et comme ça, je te ferai signe. Il me dit, non, il faut à tout prix que demain, je vienne faire. Je lui dis, mais attends, demain comment? Je n'ai même pas encore acheté le matériel. Tu es déjà là en train de faire. Il me dit, non, tu n'as pas de pain à la maison. Je lui dis, non, j'ai pas de pain. Je lui dis, il me dit, non, bon, ok, d'accord, laisse. On fera comme ça parce que ton traitement est urgent. Il faut vraiment qu'on le fasse vite, etc. Donc, demain à 8 heures, je viendrai chez toi, etc. Je dis, Seigneur. C'est là où je dis que non, tellement il insistait. J'ai dit, non, là, je vais te faire signe. Donc, finalement, il insistait pour m'en débarrasser. Je lui ai dit, ok, d'accord. Donc, comme il ne connaissait pas la maison, je lui ai dit, ok, d'accord. Quand tu seras à tel endroit en Zion, tu m'appelles. Comme ça, je viendrai te chercher. Il me dit, ok, demain, oh. Moi, j'aime pas le mensonge. Je serai là pile. J'ai dit, ok, t'inquiète. Je vous assure que je suis rentrée. Je vous assure que 6 heures, voilà mon téléphone qui sonne. C'est qui? Le monsieur. Et, aïe, doucement, le monsieur qu'a appelé. Je n'ai même pas décroché. Il m'écrit sur WhatsApp. Je dis que, excuse-moi, finalement, je n'ai pas pu te recevoir. Désolé, voilà. Mais bon, on verra ça la semaine prochaine. Et il m'écrit, oh non, comment ça? Hein, je t'ai dit que c'était un traitement qu'il faut faire urgemment. Tu ne fais que négliger. Je te dis que je ne respirais plus, quoi. C'était déjà maintenant, il appelle, il écrit sur WhatsApp, il insiste. Je dis, Seigneur, ok, aïe, comment ça? C'est moi qui suis malade. Mais attends, c'est moi qui devrais avoir les devants. Donc, quand moi je suis rentrée chez moi, j'ai dit, quand il m'a parlé de ces esprits, que oh non, il y a des patients que ces esprits n'acceptent pas, j'ai dit, donc c'est déjà que quand il viendra, commencer à te faire le traitement, il va te coller, parce que bon, c'est ce que je me suis dit, parce que en réflexion chez moi, j'ai dit, peut-être qu'il va me laisser un de ces esprits. Et quand on te laisse un de ces esprits, vous-même vous imaginez la suite, tu restes collé à lui jusqu'à. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, aïe, là, je ne peux pas me retrouver collé avec des choses que je ne maîtrise pas. Du coup, moi, j'ai barré. J'ai dit jamais, je n'ai rien acheté. Et du coup, le monsieur, moi, a insisté. Il a peut-être fait ça pendant 3 jours. Il ne faisait qu'insister, persister. C'est là où j'ai été claire avec lui. Je lui ai dit, franchement, écoute, là, je suis à bout de nerfs. Il ne faut pas exagérer. C'est moi qui suis venue vers toi. Mais non, si je te dis que reste tranquille, je vais t'appeler et je vais acheter les choses. Et comme ça, on prendra rendez-vous, tu viendras le faire. Pourquoi est-ce que tu insistes? Ça fait bizarre quand même. Jusqu'à ce jour, je crois qu'il a laissé. Il m'écrit parfois, oh bonjour ma fille, moi aussi je réponds, ça va, oh oui ça va. Donc je crois que la relation s'est arrêtée là jusqu'aujourd'hui.
On ne s'est plus jamais revu. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est pour dire aux gens que, là, il faut vraiment faire attention. Parce que vraiment, aller chez le marabout, forcément, comme il a dit, moi, j'ai vite eu la réflexion. J'ai dit, il parle de ces esprits. C'est-à-dire que, donc, quand il traite là, tu es déjà collé à ces esprits. Parce que ce sont ces esprits qui l'aident à te soigner. Ça veut dire que, forcément, tu seras déjà dans le clan de ces esprits. Et là, moi, je me suis dit, non, ça là, je peux pas. Voilà comment j'ai enlevé mon corps. Donc, voilà, c'est une histoire personnelle qui s'est passée, ça fait pratiquement 2 mois, donc elle est récente. Moi, peut-être si DMG voudra, moi, je vais lui faire part des messages sur WhatsApp. Sincèrement, c'est pas de la blague, hein. Je suis très, très sérieuse. Donc, quand la petite a parlé de ça, je me suis rappelée. Donc, voilà, merci, partagez, likez. Au revoir. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMJ, bonjour à la communauté DMJ. Merci pour cette plateforme par laquelle nous passons pour être sensibilisés et pour sensibiliser. Bonjour à vous tous. J'aimerais vous conter une histoire qui m'a été racontée par la personne vécue. Donc, en 2004, je suis camerounaise d'origine, donc je quitte Douala pour mon village natal. Ma maman m'appelle, elle me dit, ma fille viens, je suis très malade, s'il te plaît, on m'a indiqué un hôpital où j'aimerais m'y rendre pour faire les examens, histoire de voir ce qui ne va pas du côté de ma santé. Alors je m'y rends. C'était la deuxième fois qu'elle allait. Donc, elle et moi, c'était la deuxième fois. Nous sommes donc arrivés dans cet hôpital dont je vais taire le nom. Et on y est resté 2 semaines. Oui, 2 semaines. Parce que quand nous arrivions, le médecin en question n'était pas là. Donc, il se permettait. L'autre vient travailler 1 semaine, voire 2, voire parfois 1 mois, il repart et l'autre revient. Donc, il se permettait en fait. Puisque l'hôpital était très loin de la ville. Alors, quand nous arrivions là-bas, il y avait un médecin qui vivait sur place, dont l'hôpital était au milieu, et on avait construit des petits studios pour les médecins, pour le logement des médecins. Quand nous arrivions là-bas, celui qui avait accueilli maman pour la première fois lui a dit, voilà, maman, je vais t'aider. Au lieu de faire autant de temps à l'hôpital, j'aimerais que vous veniez chez moi parce que le lit que vous allez payer tous les jours, sans soins, sans rien, en attendant que votre médecin soit là. Je préfère que vous veniez à la maison. Comme ça, de temps à autre, vous allez monter parce qu'il y avait un spécialiste qui le suivait. En fait, il lui fallait 2 spécialistes. Il y avait un autre qui la suivait et l'autre qu'on attendait n'était pas encore là. Alors, il me dit, en fait, le médecin en question me dit vraiment, comme tu me fais à manger, s'il te plaît, j'ai un frère qui est aussi à l'hôpital, qui est venu avec sa soeur. Est-ce que en faisant à manger, tu pourras diviser et lui envoyer un peu? Je lui dis oui. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que le frère venait tout le temps prendre la nourriture jusqu'à presque 1 semaine et demie. C'est alors là, je me dis un jour, bon, je vais un peu monter à l'hôpital, rester, voir un peu, me balader, voir un peu comment ça se passe là-bas. C'est là où je monte donc à l'hôpital et je partais plutôt dans le bureau du médecin qui nous avait accueillis chez lui. C'est alors que, en traversant le gazon, parce qu'il y avait un grand gazon au milieu où, quand il faisait soleil comme ça, parce que c'est une zone froide, quand il faisait soleil, les malades sortaient pour venir un peu s'épanouir, changer un peu d'air, respirer un peu de l'air pur.
Alors, le jeune qui venait souvent chercher la nourriture, il était au banc de touche. Je ne vais pas appeler ça. Puisqu'il y avait les chaises où les malades s'asseyaient. Dès qu'il m'a vu là soulever la main, moi aussi je lui ai soulevé la main. Et il était à côté de sa sœur. C'est quand je me rapproche que je vois que c'est sa sœur. Sa sœur me dit vraiment, je suis contente. Vraiment, c'était juste pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour moi. Est-ce qu'on peut échanger? Ça, là, je m'assois à côté d'elle. Elle me dit, ma chérie, tu es très belle. Mais vraiment, il faut être sage dans la vie. Elle me dit, je vais te raconter ma petite histoire. Donc, elle vivait à Yaoundé, elle sortait avec un grand homme. Et l'homme, il avait épousé. Donc, en fait, en réalité, c'est à la fin qu'elle a compris que toutes les personnes que l'homme en question lui avait présentées, ce n'était pas sa famille, c'était ses amis, c'était des connaissances. Donc, quand elle rencontre l'homme cherche un appartement meublé dans la ville de Yaoundé et elle vivait là-bas. Entre eux, ils faisaient des voyages, partaient en France, en Europe, faisaient les tours du monde. Ils allaient un peu partout. Donc, il suffisait seulement que la fille dise, bon, tel pays, je n'ai pas encore visité, puis l'homme l'amenait. L'homme, il prenait des comprimés tous les jours. Elle ne savait pas. Il lui avait demandé, mais comment? Et l'homme lui avait dit, ce comprimé-là, je le prends parce que je travaille beaucoup. Et deux fois, c'est trop de stress, j'arrive pas à dormir, donc je prends ça en fait, pour me fortifier. Un jour, alors, elle a commencé à se sentir mal. Elle est partie à l'hôpital. Quand elle part à l'hôpital, elle fait les examens. Elle constate qu'elle a le VIH. Dès qu'elle revient à la maison, elle parle, elle s'assoit avec son homme, elle parle. L'homme dit non, c'est toi qui m'as contaminé. Moi, je n'ai pas ça. Lui, il part à l'hôpital, il revient. Il présente le test de grossesse. Il présente tous les tests, tous les examens qu'il avait fait la fille. Lui, il était négatif. Elle a commencé à se morfondre. Après, le gars lui dit vraiment, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je connais un grand médecin en France. Je vais t'amener en France et tu vas suivre les examens. Tu vas suivre comment on dit là? Excusez-moi, c'est parti. Bref, c'est comme ça que le gars commence à l'amener en France. Elle est partie par 3 fois. Quand elle revient donc au Cameroun, un jour, elle va aux toilettes, puisque dans les toilettes de la chambre, il y avait une armoire en haut, et c'est là où le monsieur mettait les médicaments. Donc, elle dit, j'ai envoyé la main pour prendre mon médicament qui était posé, et le médicament du monsieur est tombé et ça s'est versé. Quand elle ramasse maintenant, elle constate que c'est le même médicament dont elle est en train de consommer. En fait, c'est la même forme, la même couleur, tout. Elle ramène ça, donc elle prend, donc elle part à la pharmacie le plus proche. Qu'est-ce que le monsieur avait fait? Le monsieur, durant ces années-là, achetait ses médicaments, il changeait juste la boîte et il mettait les médicaments. Donc, il était atteint depuis longtemps. La fille l'attend le soir quand le monsieur rentre. Elle lui dit, mais il y avait les 2 médicaments posés. Elle avait renversé sur la table pour attendre son nom. L'homme entre, quand il voit, il va à la douche, il constate, il revient au salon. Il dit, ma chérie, vraiment, je suis désolée, je ne savais pas comment faire pour te dire, c'est que je t'ai aimé au premier jour et je ne pouvais pas te perdre. Mais il n'y a pas de problème, tu vois, moi je vis avec, il n'y a pas de problème. Comme tu as déjà un suivi en France,
ça va aller. Il faudrait juste que tu prennes tes médicaments à temps. Alors un beau jour, il dit à la fille, on m'a parlé de l'hôpital, donc l'hôpital dans lequel je l'avais trouvé. On m'a parlé de cet hôpital et on m'a parlé d'un médecin là-bas. J'ai envie que toi et moi, nous y allions et nous suivons un programme. C'est comme ça donc qu'il amène la fille dans cet hôpital-là. Quand il amène la fille là-bas, il fait 2 jours parce que la fille, son état était déjà dégradé. C'était déjà dégradé. Quand il amène donc la fille là-bas, et on interne la fille, il revient, il dit ma chérie, j'ai envie de sortir pour t'acheter quelque chose. Tu veux quelque chose? La fille dit non. Tout ce que je veux que tu restes auprès de moi. Parce que ça n'allait pas. Le, le monsieur lui dit, non, il faut que tu manges quelque chose. Alors, ça là, il insiste, la fille accepte. Il sort donc, il part rencontrer le médecin qui suivait la fille. Il lui dépose une somme de 200, la fille m'avait dit 250 000 francs. Et lui dit, j'arrive. C'est comme ça qu'il disparaît dans la nature. La fille reste des yeux, le gars ne vient pas. La fille reste des yeux, le gars ne vient pas. Au moment où le docteur venait lui donner ses médicaments, elle lui dit, mais mon mari était là, il m'a dit qu'il partait chercher quelque chose, moi il n'est pas revenu. Le monsieur lui dit que le mari a déposé une somme de 250 000 et il lui a fait comprendre que étant en ville, il va lui faire le transfert histoire de te suivre pour que tu ne manques de rien. C'est là où elle a compris que le gars l'avait abandonné. Elle dit qu'elle est restée là-bas près d'1 mois. Ça n'allait vraiment pas. Mais le jour qu'elle s'est sentie un peu mieux, c'est comme ça qu'elle prend un peu d'argent au médecin. Elle paye son transport. Elle arrive dans la ville de Yaoundé. Quand elle arrive là-bas, elle arrive dans la maison où elle vivait. C'est comme si personne n'avait jamais vécu dans cette maison. Il n'y avait ni trace, ni personne. Et le monsieur était resté introuvable. Les numéros qui étaient dans son téléphone, les connaissances qu'elle avait eues pendant ce temps, il n'y avait plus personne. Et ses propres documents, le gars avait tout pris. Ce qu'il fallait jeter, le gars a jeté jusqu'à ce qu'elle est restée dans la vie de Yaoundé pendant 7 mois à sa recherche. Quand elle est restée, elle a senti que ça n'allait plus. Elle était obligée de rentrer encore dans cet hôpital-là. Elle y est restée parce que quand je suis arrivée, elle avait déjà fait plus de, je crois, 5 mois. Ça n'allait pas quand tu la voyais. Elle me dit, ma chérie, le monde est mauvais. Quel que soit, si l'homme te donne l'or, si l'homme commence déjà à te donner de l'or, commence à réfléchir. Si l'homme commence déjà, que c'est vrai qu'il y a des vraies personnes qui t'aiment naturellement et simplement, il peut te l'offrir. Il peut te l'offrir, tous ces paquets-là, tout ce voyage-là. Mais en réalité, 70% le fond, il faut te poser des questions. Il dit, j'avais une vie de rêve, j'étais belle. J'étais belle. Il me dit, me voici aujourd'hui. Il n'y a que ma famille aujourd'hui qui s'occupe de moi. Et moi, je sens que c'est déjà la fin. Méfie-toi des hommes. Méfie-toi des hommes. Tout ce qui brille n'est pas or. Elle dit, je regrette. C'est comme ça que la dame, vous savez, moi, elle se met à pleurer DMG. J'ai eu mal. J'ai commencé à consoler la dame là. Elle me dit, je ne pleure plus pour moi, mais je pleure pour le temps que j'ai eu à faire avec cet homme. Je pleure pour n'avoir pas cherché à connaître véritablement qui il était parce que au final, je n'ai connu ni ses frères de sang, ni sa famille. Donc, j'ai connu rien que des connaissances, des amis.
auquel, quand j'ai compris que tout n'allait plus bien dans ma vie, j'avais plus aucun contact. Donc, c'est pour ça que le film me raconte. On finit de parler, on finit de parler. Je monte donc dans le bureau du docteur qui donnait, la porte donnait face au gazon. En fait, là où les malades s'assiedent. Je me suis assise. Il m'a invité, puisqu'on étant dans cette même famille, les raisons devenues comme une famille. Je me suis assise dans sa chaise dans son bureau. Et lui, il était à la porte, donc il regardait dehors. Après un moment, quand j'ai compris un cri, je me suis levée pour sortir. Il m'a bloqué avec sa main. Il dit non, je ne veux pas que tu regardes ça. Je dis mais il y a quoi? Peut-être c'est ma maman. Il dit non, c'est pas maman. Tu as laissé maman à la maison. Je ne veux pas que tu vois ça. Quand je force jusqu'à le sort, je vois, on était déjà en train de poser le drap sur la tête de la fille en question. Et c'était la même fille avec qui je posais. Ça ne faisait même pas 30 minutes. Vraiment, c'est pour dire. J'ai gardé cette image dans ma tête depuis des années jusqu'aujourd'hui. Quand je pense à cette histoire, j'ai froid au dos. Vraiment, DLG, le monde est méchant. Je prie tous les jours que son âme se repose en paix. Parce que nul ne sait avec qui on marche. Il faut juste se confier à Dieu et dire, Seigneur, faites-nous rencontrer toujours des personnes saines. C'est vrai qu'à un certain moment, on a de tentations, mais la foi doit être plus forte que nos pensées. Merci DNJ. Je sais que j'ai été très longue, mais j'ai tenu à cœur de raconter cette histoire. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, partagez, likez, c'est important. Il y avait un tonton dans mon quartier d'enfance. Le tonton là, bon, je vais expliquer comment sa cour était, parce que le tonton là, moi dans mon quartier, la majorité des pères de famille puis des mères de famille là, mon papa il avait sa cour. Après la cour de mon papa, il y avait la cour d'un monsieur, mais le monsieur, quand il est décédé, c'est sa femme qui a pris sa cour. Et puis, il y avait une autre qu'on appelait la villa, parce que c'était les boss qui étaient là-bas. J'explique ça comme ça pour que vous puissiez comprendre. La villa, en tout cas, si tu n'avais pas l'argent, tu ne pouvais pas habiter là-bas. Parce qu'il y avait le grand frère d'un grand footballeur qui habitait là-bas. Donc, le monsieur que je vais expliquer son histoire, il était là-bas. Le tonton là, il n'était pas encore marié. C'est devant moi-même. En ce moment, je voyais déjà qu'il n'était plus enfant. Puis sa femme est venue. La dame était grande de taille, bien fine. Et le monsieur aussi, il était grand. Donc, quand il a marié la dame, en tout cas, la fête s'est bien passée. La dame est venue rester. En moins de 6 mois, DMG, la femme du monsieur là, je ne sais pas si elle s'est enflée ou si c'était parce que son mari la mettait à l'aise. Mais la dame m'a grossi jusqu'à elle ne pouvait même pas attacher 2 pagnes, si ce n'est pas 3 pagnes. La femme là, quand elle s'est mariée, et puis la semaine qui a suivi, elle allait voir ses parents, puis revenir là. La dame là n'est plus sortie de sa cour. Moi, en tout cas, j'avais fait l'argument parce que le monsieur dans la villa, le côté où il était là, il y avait un arbre de choses, goyave. Donc c'est ça, moi je partais cueillir. Une fois, mais je suis partie là-bas. Je me suis cachée, j'ai tout fait pour entrer. J'ai tué la dame, elle était couchée au salon, nue. Et il était enflé. Et il y avait une fille qui tentait de l'essuyer avec la serviette. Tellement la femme était enflée, elle ne sortait plus. La femme a vu. La dame m'avait grossi jusqu'à... Elle ne sortait plus.
Il y a une fois encore même là, la même dame là, il ne sait pas ce qui s'était passé, mais pour sortir de là, sortir même du portail, c'était pas facile pour faire sortir la femme même du portail, du grand portail de la cour. C'était pas facile. C'était pour l'emmener à la clinique. C'était la dernière fois même que j'avais vu la dame là me sortir de sa maison. Elle est partie à la clinique avec les gens la portaient à gauche, à droite quand elle allait à la clinique. De la clinique, quand la dame est rentrée, elle n'est plus ressortie jusqu'au moment où on va s'en rendre compte. La dame a couché dans la maison. Marie était grosse, elle était enceinte, elle a accouché dans la maison. DMG, quand la dame a accouché dans la maison, elle est décédée. Les gens du quartier ont fait le deuil parce que c'est des musulmans. Comme ils vont faire sortir le corps même de la maison, c'était pas facile. Pour dire qu'ils vont aller enterrer, c'était pas facile. Elle était grosse, comme si on avait pompé. La dame là, l'ont enterrée, c'est passé. Maintenant, l'enfant est dans la main du monsieur. Il a pris 2 servantes pour surveiller l'enfant, pour l'aider à la maison, l'autre pour préparer, l'autre pour surveiller l'enfant. Un peu, jusqu'à le monsieur encore, il a annoncé au quartier, il va se remarier. C'est comme ça. Mais DMG, il y avait un truc qui était fait troublant. Le monsieur avait l'argent. Hey! Il dit l'argent. Quand sa femme là, elle est venue dans son foyer, tout ça, elle est rentrée, sortie, elle a commencé à grossir, devenir comme un éléphant là. C'est comme ça, à chaque fois, il changeait de voiture. Voiture même qui... Hey, DMG, il changeait de... Il dit, tu pouvais trouver 3 voitures garées là. C'est nous les papatos, comme ça, on vient s'asseoir devant la porte. Le tonton là a changé de voiture, quoi. Le tonton là... La majorité des gens, ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas bien parler le français. Mais la majorité des gens qui venaient chez eux là, la peau blanche, des Chinois, la peau blanche, des Chinois. Hey! Ils ne comprenaient pas dans le quartier là. Moi, il disait toujours, à la grande, c'est que lui là, c'est un sorcier. Non, pourquoi tu dis ça? Hein? Et lui là, il fait un fétiche. Non, pourquoi tu aimes trop dire ça, tu aimes trop dire ça? Non, c'est comme ça, DMG, le gars. Il a annoncé qu'il va se remarier. Il a envoyé sa nouvelle femme. La femme était mince. DMG. En moins de 8 mois, 10 mois, voici la dame là. Quand la dame a commencé à s'enfler là, j'ai dit à ma grande soeur, tu vois non? La dame là commence à grossir. Elle dit, oh! Elle me dit, oh, toi, tu aimes trop. Elle dit, regarde, la dame là va grossir jusqu'à ne pourra pas sortir de la maison là. Le monsieur là, ce qu'il donne à ces femmes là, c'est son médicament, c'est dans ça, il gagne l'argent. Elle dit, oh, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Il dit, c'est comme ça, la deuxième femme, elle a grossi. Elle même la grossi, non. À tel point que non, c'est l'eau, mais on faisait sortir de son corps, l'eau. Il y avait toujours quelqu'un, un homme de l'hôpital qui venait tirer l'eau de son corps. Tirer. La femme avait grossi, elle ne pouvait même pas sortir. Elle aussi, dans ça, elle était enceinte. Dès qu'elle a accouché net, elle est décédée. Quand elle est décédée, l'enfant est resté dans lui, sa main, avec les servantes là. Les gens du quartier ont commencé à murmurer. Ma grand-sœur a dit, toi, Landette, tu as raison. Il dit, tu t'es pas dit. Et le gars est devenu encore plus riche que jamais. Riche que jamais même. Et après quelques temps, ils ont annoncé encore à la mosquée que non, le monsieur veut se remarier avec une 3e femme. Les gens du quartier ont commencé à bavarder. Toi, vraiment, c'est pas sérieux. Lui là même là, pourquoi ces femmes-là meurent? Et puis quand elle veut mourir, grossissent comme ça. À cause du bûche des gens, le gars était obligé de quitter le quartier. Parce que les gens jacassaient trop, les gens parlaient trop. DMG, c'est pour dire. En tout cas, pour le monsieur, on ne l'a pas attrapé en tant que sorcier. Quelqu'un n'est pas venu témoigner pour dire que c'est un sorcier. Mais le gars, DMG, toutes ces femmes qui mouraient là, façon qu'elles grossissaient, c'est comme ça le monsieur, l'argent, il gagnait. Les voitures. Souvent, mais il peut placer une bâche. Tu fouilles là. Les noirs même qui sont assis là, tu peux compter. Il faut voir les Chinois, les Blancs. Un tas de gars ne comprend même pas français. Bon, je ne sais pas si c'est mystique. À vous de juger. Mais moi, je sais que non, que le gars là, c'était pas simple. Il n'était pas simple. Parce que souvent, des dozos même venaient chez lui.
tout cas, ces gens de tout cas se passaient. Mais pour dire quelqu'un a ouvert dans sa bouche ou quelqu'un l'a attrapé. Et si je veux parler de ce que moi je voyais là. En tout cas, moi j'avais déjà dit à ma soeur que lui là, il fait sorcellerie, il fait fétiche. Si ces femmes-là, c'est ces femmes-là qui lui donnent l'argent. C'est comme ça, moi j'ai dit ça à ma grande soeur. C'est l'histoire qu'elle a. À vous maintenant d'en déduire. Ça, à vous maintenant d'en déduire. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG. Alors, je souhaiterais partager mon histoire avec toi et avec tes abonnés. Et j'aimerais qu'au terme de tout ce que je vais vous raconter, vous puissiez m'apporter des solutions et des conseils. Alors, je suis née d'un jeune couple. Enfin, je ne sais même pas s'ils étaient réellement en couple à l'époque. Bon, en tout cas, c'était des jeunes. Ils m'ont eu, et à l'époque, mon papa venait d'avoir son bac. Donc, il a eu à aller étudier à l'étranger. Et ma mère, elle était là. Elle était là. Sauf que pendant déjà la grossesse, je pense qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes. Et elle ne voulait plus garder l'enfant. Donc, elle faisait régulièrement des tentatives d'avortement qui n'ont jamais abouti. Et vu qu'elle habitait chez mon père, qui lui vivait en famille, donc les parents de mon père ont demandé à ma mère de leur laisser la garde de l'enfant, vu qu'elle affichait un comportement qui montrait clairement qu'elle ne voulait pas de cet enfant. Chose qu'elle a eu à faire, elle m'a prise, elle m'a donnée à mes grands-parents et elle est partie. Elle est partie vivre sa vie pendant des années. J'ai plus jamais eu de ses nouvelles. C'est moi en grandissant, c'est-à-dire à partir de l'âge de 8 ans, 9 ans, 7 ans, je commençais déjà à la chercher un peu. On avait réussi à savoir où elle vivait. On me laissait avec elle des fois passer la journée vite fait, mais il n'y avait pas ce truc-là parce que j'étais beaucoup plus attachée à ma grand-mère et à mon grand-père. Déjà, mon père n'était pas là. Mon père est parti, il est revenu quand j'avais l'âge de 14 ans. Et pendant, je pense, 1 an ou 2 ans, je fréquentais ma mère de temps en temps comme ça. Mais après, il n'y a plus jamais eu de nouvelles jusqu'à ce que j'ai l'âge d'au moins, je pense, 20 ans, je pense. Ou 19 ans par là. Donc, pendant tout ce temps où je ne voyais pas ma mère, je demandais tout le temps à ma grand-mère pourquoi je ne pouvais pas rester avec elle, pourquoi je ne la voyais pas. Et on me disait toujours, non, tu ne peux pas voir ta mère parce que ta mère, c'est une sorcière. On te protège, tu ne peux pas la voir. On me le disait clairement, en fait. Et moi, je me disais que mes grands-parents me mettaient ça dans la tête parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'après m'avoir élevée, que j'affiche un comportement comme si je n'étais pas reconnaissante. C'est comme ça que moi, j'ai traduit ça. Et lorsque plus tard, en étant déjà grande, j'ai retrouvé ma mère, je n'ai pas hésité à me rapprocher d'elle parce que c'est vrai, ma grand-mère m'a élevée, enfin mes grands-parents m'ont élevée, mais ma grand-mère me rappelait toujours que je n'étais pas son enfant. Elle m'insultait, elle me traitait de bâtard, d'enfant de la rue, des trucs comme ça. Donc lorsque moi j'ai vu ma mère, je me suis tout de suite attachée à elle, en fait. Je me suis dit, j'ai jamais eu de réel amour maternel. J'ai jamais su ce que c'était d'avoir une maman. Donc, je me suis tout de suite accrochée à elle. Et je pense que ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Parce que dès qu'elle est venue, dès qu'on a commencé à se fréquenter, elle a commencé à me mettre dans la tête que j'ai été... que j'ai été gaspillée, que j'ai été envoûtée, qu'on m'a volé mon étoile, on m'a volé ma vie, on m'a gaspillé sur le plan spirituel et tout ça là. Et elle me disait à chaque fois, moi je vais t'aider à te sauver et tout ça, mais il faut que tu saches que ce sont tes grands-parents et ta famille paternelle qui t'ont fait ça, parce que moi je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais que c'est eux qui t'ont fait ça, mais on va trouver des solutions, on va aller un peu partout. Et ma mère, elle est très...
Elle est impliquée dans les choses traditionnelles, tout ça là. Enfin, c'est ce que je me disais, qu'elle était vraiment juste intéressée par tout ce qui est traditionnel, nos traditions et tout. Donc, je me suis totalement abandonnée à elle. Je l'ai cru. J'ai cru ce qu'elle m'a dit en fait. Parce que je remarquais que niveau scolaire, il y avait un problème dans ma vie. Et même en général, je remarquais déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme dans ma famille paternelle, je n'étais vraiment pas aimée, je suis détestée de tout le monde depuis que je suis toute petite. Les gens ne m'ont jamais dit clairement pourquoi ils ne m'aimaient pas, pourquoi ils ils voulaient pas que je joue, parce que s'il faut partir depuis l'enfance, on va dire jouer. Ils voulaient pas que je joue avec leurs enfants, ils voulaient pas que j'ai de rapport. Donc, j'ai aucun lien réel avec mes cousins et cousines. Tous mes oncles et mes tantes ne m'aiment pas. Donc, quand maman est venue me dire ça, moi je me suis dit, ah, elle a sûrement raison. Même quand elle me disait que mes grands-parents sont des sorciers, qui m'ont gaspillé et tout, j'ai pas tout de suite cru, mais moi je croyais que mes oncles et mes tantes y étaient pour quelque chose. Elle m'a dit, bon, je vais t'emmener chez des tradis praticiens, des trucs comme ça, on va te faire des bains, des trucs pour enlever tout ce que ces gens-là ont eu à te faire et tout ça. Donc moi, je connaissais pas ces choses-là, mes grands-parents ne m'ont jamais emmené dans toutes ces choses-là qui englobent la tradition et tout ça là. Donc moi, je connaissais absolument rien. Donc la première chose qu'elle m'avait demandé de faire, c'était de lui apporter mes ongles, mes cheveux, la saleté de mon corps. Elle m'a demandé de me raser tout le corps et de recueillir tous ces éléments-là, de les mettre dans un mouchoir, de lui remettre ça pour qu'elle aille me faire une protection. Donc là, nous sommes en 2014. Pour qu'elle aille me faire une protection pour que toutes ces choses-là s'arrêtent. Dès que j'ai eu à faire ça, ma vie a basculé en fait. Clairement, je pense que les semaines qui ont suivi, ma vie a basculé sérieusement. J'ai commencé à tout perdre dans ma vie. Tout s'est effondré autour de moi. J'ai tout perdu, que ce soit physiquement et spirituellement. J'ai tout perdu. Même les copines, je les avais perdues. Mon petit ami de l'époque, je l'avais perdu. Et tout ça s'est passé en quelques semaines. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai même failli faire la prison. Je me suis retrouvée vraiment dans ce qu'on appelle les problèmes. Et là, bien évidemment, quand c'est comme ça, on commence à chercher la délivrance, on commence à chercher ce qui ne va pas, se rapprocher des églises et tout ça. Et à chaque fois, on me disait toujours, ta mère connaît, ta mère sait, ta mère il connaît quelque chose. Une fois même à l'église, ici au Gabon, peut-être qu'il y a des personnes, je ne sais pas, même une seule personne va peut-être me reconnaître à travers cet audio, parce que ce jour-là, à l'église, c'est un dimanche matin, le prophète m'avait prophétisé devant toute l'église en me disant, il y a ta mère qui va venir, parce que en fait, pour souligner, ma mère vit en France. Donc le pasteur de l'église m'avait dit, ta mère viendra au Gabon pour te prendre, pour t'emmener en brousse pour faire un travail spirituel, soit disant qu'on va te faire la délivrance, mais en fait, ce jour-là, si tu vas là-bas, tu vas mourir. Et avant même de me dire ça, il m'a dit, je vois que tu as parlé avec quelqu'un au téléphone, vous vous êtes entendu sur le fait que la personne va venir au Gabon t'emmener en brousse pour faire un travail. J'ai dit oui, Daddy, je reconnais, mais ça m'étonne parce que la personne avec qui j'ai eu à parler de ça, c'était ma mère. Il m'a dit oui, malheureusement c'est ça. Si tu pars, tu es morte. Et moi, j'avais manqué de sagesse parce que j'étais allée dire ça à ma mère. Quand m'a prophétisé à l'église et tout. Elle avait fait, je pense, 1 an, elle ne me parlait plus. Elle était très fâchée. Je ne sais même pas pourquoi elle était fâchée, mais bon, aujourd'hui, je comprends. Elle avait fait 1 an comme ça, elle ne me parlait plus ou sinon plus à cause de cette histoire. Peu de temps après, je suis tombée enceinte. Et pendant ma grossesse, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'il faut souligner aussi que d'un autre côté, mon père et moi, lorsqu'il est rentré de ses études et que j'avais déjà 14 ans,
Déjà, qu'il y avait ce problème, qu'il n'y avait pas d'attachement entre lui et moi, il n'y avait rien. Nos rapports n'ont pas été ça. Nos rapports ont été très, très, très compliqués parce que moi, j'étais en train de rentrer dans ma phase d'adolescence et lui, il était très, 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 très strict, très nerveux, très violent, très brutal. Donc, nous deux, ça ne pouvait pas le faire. Et déjà que la base était foirée, donc mon père et moi, on ne s'est jamais entendu réellement, on n'a jamais eu réellement de lien. Mais je faisais beaucoup de rêves bizarres sur mon père. Une fois, il est venu dans mon rêve, il est en train de m'observer à travers la fenêtre. Et quand je me suis rendu compte qu'il était là, il est rentré dans ma chambre à travers le mur. Il s'est assis sur mon lit, il m'a regardé et il m'a posé la question tu es en train de chercher quoi? Tu cherches ta clé? Tu cherches ta clé? Il a sorti une clé, il m'a montré, il m'a dit c'est moi qui ai ta clé est avec moi. Et le rêve s'est arrêté. Et je faisais vraiment des rêves un peu bizarres comme ça sur mon père. Mais clairement, je sais que mon père aussi ne m'aime pas, il n'y a aucun lien. Il ne m'appelle jamais, il ne me cherche jamais, il ne s'intéresse pas à mon existence, il s'en fout en fait. Et à un moment, je suis allée vivre avec mon père parce que c'est toujours... Enfin, j'ai essayé d'arranger les choses entre nous. Je me suis dit que bon, je grandis, peut-être qu'il faut qu'on essaie de plus se rapprocher, arranger les choses qui se sont passées dans le passé. C'est pas passé, voilà, c'est pas passé. J'ai fait peut-être 3 mois avec lui parce qu'il vivait avec sa copine. J'ai fait 3 mois, je pense, avec eux. Sa copine s'est arrangée à aller lui raconter des choses sur moi qu'il a cru. Il m'a jamais laissé l'occasion de m'exprimer. Il a cassé la porte de ma chambre. Il m'a dit des choses affreuses, qu'il va me tuer, qu'il va me dépecer comme un animal, des trucs vraiment bizarres. Donc j'avais fui de chez lui. Et quand j'ai fui de chez lui, je suis allée rester chez celui qui aujourd'hui est le père de mon enfant. Et quand je suis allée rester chez le père de mon enfant, qui lui vivait en famille, à un moment donné, sa famille aussi a demandé à ce que je rentre chez moi parce que je suis enceinte, je ne peux pas rester chez eux comme ça. Et comme je ne pouvais pas retourner chez mon père, je suis repartie chez ma mère demander pardon, lui dire que bon, écoute, là, je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire. Bon, elle a quand même eu un peu de compassion. Enfin, c'est ce que je pensais. Et puis, elle m'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme les parents de ton type là te demandent de partir, je t'enverrai de l'argent. Tu vas louer une maison, tu vas meubler la maison. Et moi, je vais arriver d'ici là pour pouvoir te faire l'eau chaude et accueillir le bébé. Donc, elle est arrivée avec le temps. Et on est resté là 5 mois dans la maison. C'était la première fois que je vivais avec ma mère sous le même toit. Avant de continuer, je vais encore souligner que ma mère, avant même qu'on fasse l'appel, là, elle m'avait déjà fait énormément de choses affreuses. C'est-à-dire que ma mère gaspillait mon nom partout. Partout où elle allait, chez ses amis, même chez les gens où elle allait faire ses soins du corps, là, ces trucs traditionnels. Elle gaspillait mon nom partout. Même chez mon père, avec qui elle n'avait même pas de bon rapport. Elle a eu à lui faire des mails pour lui raconter des choses affreuses sur moi. J'ai jamais compris, en fait, la haine et toute la haine qu'il y avait autour de moi. Malgré tout ça, je me suis dit, bon, j'ai pas beaucoup d'options, donc je suis là avec elle. Mais je peux vous assurer que ces 5 mois ont été les 5 mois les plus horribles de toute ma vie. Que ce soit physiquement ou spirituellement, c'était horrible. C'est une femme qui est extrêmement toxique. Pour rien, un matin, elle se réveille, elle ne te parle pas. Vous pouvez faire des jours dans la maison, elle ne te parle pas. Tu parles avec elle, elle ne te répond pas. Elle est désagréable. On vivait dans un studio où il n'y avait qu'une seule chambre. Des fois, le matin, je me réveille pour aller faire les visites avec le bébé et tout. Pendant que je m'apprête, elle pète les câbles, elle claque les portes, elle va rester au salon. Elle avait vraiment des comportements très étranges. Et pendant tout ce temps, je faisais plein de rêves bizarres. Des fois, je rêvais qu'on me volait le bébé parce que après, au bout de 2 mois, elle commençait à me faire la guerre, comme quoi elle va repartir en France avec le bébé. Je comprenais pas en fait. Et je me disais, mais j'ai jamais dit à ma mère que moi je pouvais pas garder mon enfant toute seule. Pourquoi elle veut absolument m'arracher l'enfant en fait? Et à chaque fois que je m'opposais à ça, je sentais que ça devenait un réel problème pour moi.
Donc, je faisais des rêves où on me volait l'enfant. Je faisais des rêves où elle venait me tabasser, où on se battait même. Je faisais des rêves où, à chaque fois, on me volait le bébé. C'est-à-dire que je peux laisser le bébé dans la chambre, je vais à la cuisine. Quand je reviens, le bébé a disparu. Je faisais plein de rêves comme ça, bizarres. Et à côté de ça, elle commençait à me dire qu'elle n'aimait pas le père de mon enfant. Tout le temps, elle disait ça. Je n'aime pas l'enfant là, je n'aime pas cet enfant, je ne l'aime pas. Et elle avait l'habitude d'aller toujours consulter avec mon nom, même quand elle était en France. Ça, elle le fait depuis des années, je ne sais pas pourquoi. Elle va tout le temps voir les marabouts, des trucs pour consulter avec mon nom, pour savoir des trucs sur ma vie. Et elle venait toujours me dire, ah, je suis allée consulter à tel endroit. On m'a déjà dit que lui, c'est pas l'homme de ta vie. Hein. Il faut que tu saches déjà que c'est pas lui. Il ne va pas rester. Il va jamais rester. Et elle insistait sur le fait qu'elle veut absolument qu'on lui donne cet enfant-là. Et lui, c'était déjà opposé. Une fois, elle m'a dit, oui, il faut qu'il sache que, comme il s'oppose à ce que je prenne cet enfant-là, je vais lui montrer le vampire qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Il va voir le vampire, il va voir le vampire. À côté de ça, elle avait une attitude. Déjà, ça m'interpellait, mais je ne faisais pas attention plus que ça. C'est-à-dire qu'elle n'aimait pas me voir consommer le sucre. C'est-à-dire que si je prends un yaourt, elle pète un câble. Je prends des biscuits, elle pète un câble. Je ne sais pas s'il y a un être humain sur cette terre qui peut vivre sans le sucre. Je ne pense pas. Même certains diabétiques de type 1, parce qu'aujourd'hui je maîtrise le sujet, certains diabétiques ne peuvent pas vivre sans le sucre. Ils vont mourir clairement. Ils peuvent rentrer dans un coma et mourir. Donc, je ne sais pas quel être humain peut vivre sans sucre, mais en tout cas, elle avait un problème à chaque fois que je consommais du sucre. Et elle me faisait toujours la remarque. Tu consommes trop de sucre. Pourquoi tu aimes le sucre comme ça? Pourquoi tu aimes le sucre comme ça? Elle a fini ses 5 mois. Elle est rentrée en France. Sachant qu'elle est mariée avec un blanc. Ce blanc-là, depuis qu'ils sont mariés, je ne sais pas si c'est depuis 2005, j'ai jamais parlé avec cet homme-là au téléphone. Elle ne nous a jamais présenté, elle ne nous a jamais mis en communication. Pour moi, c'était un réel mystère. Et elle était venue me dire, oui, en fait, si tu parles pas avec lui, c'est parce que c'est un homme qui est très mauvais. Je veux pas que tu sois en contact avec lui parce qu'il est très mauvais, il est très hypocrite. Il parle mal de toi. Je lui avais montré une de tes photos un jour. Il t'a dénigré. Il a dit que tu ressemblais à une prostituée ou si c'est quoi. Vraiment des trucs bizarres. Je me suis dit, ah bon, comme c'est un blanc, peut-être que des fois les gens là sont un peu compliqués. J'ai laissé. Elle m'a jamais mis en communication avec son mari. Elle vit en France depuis des années. Moi, je suis au Gabon. Elle n'a jamais voulu que j'aille en France ou que j'aille à l'étranger. La seule fois où elle a fait semblant d'accepter que j'aille à l'étranger, c'est quand j'ai eu le bac. Elle a fait semblant d'accepter que j'aille étudier au Maroc. Sinon, elle n'a jamais voulu que je mette mes pieds en France parce qu'elle me disait toujours, oui, tu sais que toi, ta famille paternelle t'a trop gaspillé, ils t'ont collé beaucoup de mauvais esprits. Si tu viens avec les mauvais esprits là ici en France, on peut même t'expulser parce que ça va t'apporter beaucoup de problèmes ici. Donc, cherche d'abord la délivrance. Elle n'a jamais voulu. Même quand elle me demandait de faire monter cet enfant-là dans l'avion, elle me disait que mon bébé va voyager avec les hôtesses, que moi, je ne peux pas mettre mon pied en France. Et une fois, quand elle était là, son mari m'a fait une demande sur Facebook. Lorsque son mari me fait la demande sur Facebook, je lui dis, elle me dit, non, 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 il faut faire attention, c'est un sorcier, il fait semblant, c'est l'hypocrisie, il ne t'aime pas. Un cœur m'a dit, accepte et c'est un peu de discuter avec l'homme là. Mais je vous assure que lorsque j'ai parlé avec le français là, les choses que ce monsieur-là m'a racontées, j'étais choquée. Il m'a dit qu'il ne peut pas me détester vu qu'il ne me connaît pas, que lui-même, il est même étonné du fait que il n'a jamais parlé avec moi et tout, que je ne mette pas mes pieds en France. Lui-même, ça l'étonne, qu'il n'a aucun problème avec moi, que d'ailleurs, si j'ai même un problème, je peux lui en parler, il n'y a pas de souci, il peut m'aider. Ça, j'ai jamais dit ça à ma mère, que j'ai parlé avec lui. J'ai laissé ça comme ça. Et j'avais attrapé une conversation entre les deux, où elle est en train de dire à son mari qu'elle est venue au Gabon pour adopter un enfant. Donc, je crois que ce monsieur-là ne sait même pas qu'en fait, c'était sa propre petite fille. Donc, quand elle est repartie en France, j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres. Et ça, j'ai gardé ces symptômes-là sur plusieurs mois, comme ça, parce que je me disais, bon, c'est rien, ça va passer. Mais en fait, j'étais en train de développer un diabète de type 1.
jusqu'à ce que j'arrive à ce qu'on a appelé la phase terminale. On m'a emmené aux urgences. Clairement, les médecins n'ont pas cru en fait. À ce que je sois vivante, ils se sont dit, ah là, la petite lèvre va partir. C'était en 2019. Et lorsqu'on a appelé ma mère pour lui dire que bon, l'enfant ici, elle est malade, on l'a trouvée avec un diabète et tout ça, je vous assure que ma mère était contente. Elle m'appelait tout le temps pour me narguer, pour se moquer de moi. Et comme maman ne croit pas en Jésus et tout, elle me disait tout le temps, mais ton Jésus là, il compte venir te sauver quand? Ton Dieu que tu pries là, quand est-ce qu'il va venir te délivrer de cette maladie? Parce que là, tu es condamné à vie, hein. Tu es condamné à vie là. Genre, elle se moquait de moi comme ça tout le temps. De temps en temps, elle envoyait à l'enfant des affaires. Moi, elle ne m'envoyait jamais les affaires. Elle ne m'envoyait que des parfums. Et c'est une fois que, en fait, j'ai découvert que tous les parfums qu'elle m'envoyait étaient des parfums envoûtés. Et avec le temps, j'ai appris énormément de choses qu'en fait, c'est le papa de l'enfant même lui-même qui m'a dit que quand j'ai accouché, il a pris mon placenta et puis tout le sang là, de l'accouchement là, il a tout remis à ma mère. Pendant que ma mère était là, quand j'ai accouché, elle passait son temps à faire des incantations dans la maison. Elle a ramené plein de gris-gris dans la maison. Je ne sais pas tout ce qu'elle faisait, c'était quoi. Le père de ma fille, elle m'a toujours dit qu'elle ne l'aimait pas et tout et tout. Avec le temps, je découvre qu'en fait, les deux étaient même en association mystique. Ils ont eu à s'entendre les deux pour me faire du mal, pour me faire plein de choses. Donc, aujourd'hui, j'en parle parce que... bon, ça fait 3 ans, ma mère ne me parle plus parce que... Une fois, elle est venue me poser la question pourquoi je ne lui raconte plus mes choses de ma vie et tout ça. Parce que j'avais remarqué que quand je lui raconte mes choses, ça n'aboutit pas. Et plus elle était dans ma vie, je constatais que tout était fermé pour moi. Donc, je lui avais clairement dit que moi, à l'église, on m'a demandé d'arrêter d'abord de parler de mes choses aux gens, de rester seulement dans la prière. Elle avait très mal pris, donc ça fait aujourd'hui 3 ans. Elle s'est lavé les mains et de moi et de mon enfant. Elle ne s'occupe plus de nous. Mais je peux vous garantir que ma vie, elle est extrêmement bloquée en fait. J'arrive pas à travailler, j'arrive pas à faire un business, j'arrive pas à me mettre avec quelqu'un. Ma santé est atteinte. Je survis par la grâce uniquement de Dieu. Avec le temps, les prières et tout ce qu'il y a autour, j'ai découvert que mon père et ma mère, en fait, les deux sont en association pour me faire tout ce que je suis en train de subir aujourd'hui. Je peux vous garantir, je n'ai jamais manqué de respect à ces gens. Je ne les ai jamais insultés. Je n'ai jamais levé la main sur eux malgré tout ce que je sais qu'ils me font. Je n'arrive même pas à les détester. Mais les deux, ils ne me parlent pas. Ils sont dans leur coin. Ma mère, malgré ça, malgré tout ce que je vous raconte là, j'avais quand même fait à ma mère un mail, je pense en 2021, pour quand même lui demander pardon ou des trucs comme ça. Elle n'a jamais répondu. Mon père, pour lui, je n'existe même pas en fait. Il ne me calcule même pas. Donc aujourd'hui, je veux savoir ce que je dois faire parce que j'ai fait beaucoup d'églises. Je suis allée aussi côté traditionnel. J'ai tout essayé, mais je ne trouve toujours pas de solution jusqu'à ce jour. Je ne sais pas quoi faire en fait. Pas plus tard qu'à quelques jours encore, j'ai parlé avec un prophète et c'est toujours les mêmes histoires qui reviennent. Tes parents t'ont envoûté, sache que tu es orpheline dans ce monde parce que tes 2 parents sont contre toi. Ils te font beaucoup de mal, ils t'ont fermé toutes les portes. Aujourd'hui, je me demande ce que je leur ai réellement fait parce que c'est eux qui n'ont jamais été dans ma vie. Mais ils me détestent d'un amour satanique en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quel homme de Dieu peut me sauver. Je ne sais pas quel traditionnaliste qui peut m'aider. Et j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, que vous puissiez m'apporter votre aide à travers vos conseils. S'il vous plaît. J'ai bien évidemment pas évoqué tous les points, sinon la note vocale va durer au moins 1 heure. J'ai essayé d'abréger, aller à l'essentiel. Donc, s'il vous plaît, ceux qui voudront bien m'aider, vous demanderez à DMG de vous remettre mon contact et je serai ouverte à toutes vos propositions. Également, si vous avez plus de questions à me poser pour en savoir un peu plus, je serai également ouverte à vos questions. Merci.
Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Ouais, bon, merci, merci frère. Bon, mon histoire, je suis en Côte d'Ivoire, je suis dans une ville de la Côte d'Ivoire. Il y a ma grande soeur qui a sa fille qui venait accoucher dans la ville où je travaille. Et donc, avant leur arrivée, ils ne m'ont pas fait signe. Mais quand ils sont venus, ils sont allés à l'hôpital. C'est après, elle m'appelle pour me dire qu'elle a perdu sa fille. Donc, moi, ce jour-là, je ne suis pas allé au travail. Donc, immédiatement, je me suis rendu à l'hôpital pour aller la soutenir. Ils sont arrivés là-bas, ils ont déjà envoyé le corps à la morgue. Donc, le lendemain, il n'y a plus le corps pour envoyer le corps au village. Parce que moi, mon village est à 45 km de la ville là où je réside. Donc, arrivé au village, on envoie le corps directement au cimetière pour aller faire l'enterrement. Voilà, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas les moyens, donc c'est comme c'est moi qui ai tout fait, tous les démarches pour que le corps arrive au village. Donc, on est parti, on a fait l'enterrement directement au village. Donc, quand on a fini l'enterrement, on est allé maintenant à la maison. Donc, quand ils sont arrivés à la maison, ils ont dit non, tous ceux qui sont quittés au cimetière, donc à laver leurs mains. Ils ont déployé un seau, il y avait un truc dedans, un médicament, un truc comme ça. Donc moi, en tout cas, il y a eu peur parce que bon, on est africain. Il y a eu peur, mais bon, comme c'est un truc, ils ont dit, bon, il a eu ma main. Donc quand il a eu ma main dans le seau, la nuit est dormi, c'est comme dans le... Il a fait un rêve où les soldats m'ont attrapé dans le rêve et puis ils ont marqué mes doigts. C'est-à-dire, au lieu de prendre mes empreintes, mais les gars mettent leurs doigts dans un seau, dans un truc, et puis les gars posent ça sur mes empreintes. Donc quand je me suis réveillé, c'était ma femme, il a expliqué. En tout cas, il a commencé à avoir peur, parce que moi-même quand il rêve souvent, très souvent ça devient la réalité. Et il commence à avoir peur. Voilà, donc, au cours de la journée qui suivait, bon, on était tous rassemblés, les grandes sœurs, parce que moi je suis le 5e de la famille, je suis le premier garçon. Donc c'est comme il y a 4 grandes sœurs. Donc, moi-même, où je suis là-bas, il a construit là-bas. Donc j'ai montré à ma grande sœur, voilà ma maison. On était là, elle dit, Dieu merci, elle m'encourageait. Et puis, il y a une sœur qui était à côté, elle dit, elle est fâchée contre moi, parce que quand elle me demande de l'argent, je lui fais espérer, et puis quand le jour arrive, je ne lui donne pas cet argent. Et elle est fâchée contre moi. Donc ma grande soeur même, ma grande soeur à qui j'ai montré la maison, elle a dit non, notre petit frère, c'est lui qui fait tout dans la famille ici. Quand on a les problèmes, c'est lui qui nous soutient. Donc si tu as demain là qui ne t'a pas donné, sûrement il avait un autre souci. Donc on laisse ça tomber, qu'il se passe de sa faute. C'est lui qui fait tout dans la famille. Donc vraiment, laisse tomber. Donc c'est comment ça s'est passé. Je suis rentré où je travaille. Bon, je ne peux pas dire le nom de la ville, mais je suis rentré chez moi. Et je suis rentré chez moi parce que moi je suis un gruyère. Voilà. En tout cas, nous on grouille, un truc comme ça. C'est pas fonctionnel. Donc je suis rentré. 2 jours après, je suis tombé malade. Gravement malade même. J'ai cru qu'elle allait mourir. Dans ma maladie, mon enfant est tombé malade, ma femme est tombée. En tout cas, chez moi, là-même, tout le monde est tombé malade. Après ma maladie, quand je me suis retrouvé, tout est bloqué. Plus d'appels. Mes clients, en tout cas, ça ne va plus. Parce que dans mon milieu, dans mon travail que j'ai fait, en tout cas, en Côte d'Ivoire, en tout cas, dans mon secteur, je suis connu. Je vais dans toutes les villes, on m'appelle de partout. Voilà, jusqu'à moi, j'écris les clients. Mais plus d'appels. Personne ne m'appelle, mon téléphone ne sonne pas, je suis là. Jusqu'à moi-même, je ne comprenais plus rien. Donc, j'ai commencé à aller, parce que moi je ne vais pas à l'église, j'ai commencé à aller consulter, voir de gauche à droite. Et les trucs ont commencé à sortir. Voilà. Et non, c'est telle personne qui fait que ton travail n'avance plus. Même la maison qu'elle a montrée, même à ma grande soeur. En tout cas, les gens qui étaient dedans, même là, en tout cas, il y avait tous les problèmes là-bas.
Il y a d'autres qui ont pris leur caution pour sortir. Non, ils ne veulent plus rester dans la maison. Non, c'est ceci, non, c'est cela. En tout cas, il y avait tous les problèmes. Tout était rassemblé contre moi pour mes trucs. Donc, bon, moi aussi, je me suis levé et commencé à taper un peu les portes. Voilà. Donc, c'est. Je peux dire, à l'heure où je vous parle, les trucs ont repris. Les trucs ont repris. Parce que là, si je restais assis pour dire non, ça va aller. En tout cas, fait que les trucs n'avaient plus bougé. Parce que moi, mon travail, je connais comment je travaille. Je travaille plus tôt. Et c'est comment je travaille. Parce que moi, mon travail, il n'est même pas le temps. Et puis, du coup, je vais au village, je reviens, tout bloque, je tombe malade. Après ma maladie, je fais un mois et demi. Rien ne marchait encore. Au moins, je n'ai pas fait 2 jours sans toucher quelque chose. Mais 1 mois et demi, tout était bloqué. Donc, je voulais dire que, en tout cas, pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il doit être beaucoup attentif. Voilà. Chacun sait comment ces trucs marchent. Quand tu vois qu'il y a un petit truc qui ne va pas net, en tout cas, il faut essayer de voir. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qui m'est arrivé. Je voulais partager ça avec vous. Donc, on est ensemble. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp de DMG TV. Et voilà. Ceux qui veulent aussi poser des questions, faites dans les commentaires. Ceux qui veulent envoyer par exemple un message à quelqu'un en particulier, peut-être ceux qui ont raconté les histoires phares là, il y a un message que vous tenez à leur dire, faites-le dans les commentaires ou alors si c'est privé, dans le inbox aussi, pas de problème. Donc, on se reprend demain. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont commenté et liké cette vidéo. Merci à vous. Voilà.